vous avez la capacité de le négocier. Donc si vous arrivez à négocier un accord qui met le droit en conformité avec vos pratiques, eh bien c'est réglé. C'est aussi réglé si vous avez fait tout ce qu'il faut, mais 100% d'entretien professionnel depuis 2014, une fois tous les 2 ans pour les salariés, il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui y sont. Enfin, c'est vraiment une toute petite partie. Pour les autres, il faut trouver une solution. Alors, soit j'arrive à négocier, soit j'y arrive pas. Et là, il va falloir faire, si vous n'y arrivez pas, de la gestion de risque, et je vais en venir à cette décision qui ne sera pas forcément très simple à prendre, sur laquelle il y aura un risque, mais c'est vous qui voyez, mais je vais vous donner quand même les paramètres. Cette pénalité elle va s'appliquer en 2020 pour tous les salariés qui étaient présents chez vous en 2014, soit qu'ils étaient déjà là avant, soit qu'ils sont rentrés dans l'entreprise en 2014. Ça fera 6 ans qu'ils sont chez vous en 2020. Vous allez gérer 2 risques. Il y a un risque de pénalité financière qui est recouvré. On a confié le contrôle de ça à la directe. Donc au service de contrôle de la formation. Donc c'est pas comme on peut parfois le lire, l'URSSAF ou le fisc, ou qui est compétent pour procéder à du redressement là-dessus. C'est la directe, donc le service de contrôle, qui fait le contrôle. Dans le cadre d'ailleurs d'un contrôle contradictoire, comme on le fait en matière de formation, l'entreprise fait valoir ses arguments. De la bouche même de certains responsables de services de contrôle régionaux, la volonté de l'État n'est pas d'avoir une politique punitive et d'aller à la recherche de la pénalité pour remplir les caisses. Ce n'est pas un objectif, c'est clair. L'objectif n'est pas non plus d'être laxiste et de dire aux entreprises si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, de toute façon on ne vous contrôlera pas. C'est entre les deux. Entre les deux, c'est si on a des entreprises qui sont, quand on les contrôle, en conformité, mais qui ont raté les 2 premières années, ou les 3, enfin, bref, qui ont eu un retard au démarrage, mais qui aujourd'hui, non seulement sont en conformité, mais en plus sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles ont fait des efforts pour rentrer dans la gestion de parcours, etc. C'est pas du tout certain qu'on redresse ce genre d'entreprise-là. En tout cas, il y a de la place pour du dialogue, comme l'autocontrôle. Il y a même un responsable du service de contrôle du Sud qui a annoncé publiquement qu'il n'y aurait peut-être pas de contrôle sur le premier bilan sur les 6 premières années. Bon, mais faites attention. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est raisonnable, c'est de se mettre en conformité pour le présent et pour l'avenir, et de montrer qu'on est en capacité d'assumer cette obligation. Et ensuite, si on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas pu négocier, parce qu'il nous manquait des trucs, on n'a pas pu le faire, on va gérer ce risque-là avec l'administration. Vous savez que les directs ne font pas, contrairement à l'URSSAF et aux impôts, de contrôle systématique et quantitatif. Ce pas des gens qui se disent il faut que je vois toutes les entreprises sur la formation tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas leur politique. Bon, ils sortent en général à coup sûr. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de campagne de contrôle systématique, mais ça veut dire aussi qu'on aura peut-être quelques exemples, dommage pour eux, pour montrer que c'est une vraie obligation et qu'il ne faut pas passer à côté. Et ça veut dire aussi que si j'ai un peu de difficulté avec un inspecteur du travail sur d'autres sujets, ça fait un levier de plus, parce que c'est les mêmes, ils sont au même endroit, ça fait un levier de plus pour mettre un petit peu de pression sur l'entreprise, parce que l'objectif de l'inspecteur du travail, je veux dire de manière générale, après il y a les individus, il y a les personnes, il y a les cultures locales, mais l'inspecteur du travail, son objectif, c'est pas de la sanction, d'ailleurs c'est pas le pouvoir qu'on lui donne, c'est de faire, quand il est passé, les choses aillent un peu mieux de son point de vue qu'avant. Donc c'est une logique plutôt de progrès. Bon, si on est dans la même logique-là, le but, c'est pas forcément de faire rentrer de la cotise, surtout que c'est pas encaissé par l'État, c'est de faire en sorte que la gestion des parcours se fasse. Mais ça, c'est pour la question de la pénalité financière et le risque vis-à-vis de l'administration. Après, vous avez un autre volet qui est là, qui est non maîtrisable, c'est et si un salarié le demande à titre individuel. Et si les représentants du personnel me demandent la liste des gens pour qui j'ai pas tout rempli et exigent que je verse 3 000 €. Bon, alors ça c'est une autre affaire. Et ce risque-là, je veux dire, on ne peut pas le gérer de manière globale. C'est chaque entreprise qui doit voir à quelle hauteur il se trouve. Là où vous aurez une décision qui ne sera pas facile à prendre, c'est la suivante. Quand on sera à la fin de l'année 2020, vous saurez donc où vous en êtes.
Vous avez fait, vous n'avez pas fait, pour la totalité des salariés, ou pour 90%, ou pour 70%, etc. En 2021, la Caisse des dépôts aura ouvert, ça devrait arriver au premier semestre 2020, un portail entreprise, pour notamment vous permettre de faire des versements sur le compte CPF des salariés, pour permettre les politiques d'abondement, mais pour permettre aussi l'encaissement de ces pénalités. Donc c'est vous qui devrez vous auto-sanctionner et verser. Et là, la décision difficile, c'est si jamais je ne suis pas à 100%, est-ce que je paie? Or, est-ce que je fais l'autruche? Je ne paie pas. Et si je ne paie pas, j'attends, je gère le risque, j'attends le contrôle, voir s'il vient. Bon, je serre un petit peu pendant 3 ans, et puis je me dis, pof, ça fait une année de cranté, puis on voit le reste. Et puis je me dis un peu pareil pour les salariés. Est-ce que... bon. Et du coup, vous aurez cette option-là et ce choix-là à faire. Vous n'allez pas recevoir un bordereau vous disant est-ce que vous avez tout bien fait? Il n'y a pas un collecteur. Ce sera autodéclaratif sur le portail entreprise. Alors c'est une question quand même, vos experts comptables vont vous la poser en 2021 en disant je dois déclarer, est-ce que, ou je dois me poser la question du versement, est-ce qu'on est clean ou est-ce qu'on n'est pas clean? Et je pense que pour les entreprises qui se sont mis en conformité pour cette année, pour l'année 2020, et qui ensuite arriveront à remplir leurs obligations correctement, la question délicate, c'est est-ce que je m'auto-sanctionne par principe et par avance, ou alors est-ce que j'attends, vous attendez, bon, présenté comme ça, effectivement, bon. Mais en tout cas, c'est une décision, c'est une responsabilité que vous aurez, une décision qu'il faudra prendre. Et j'ajoute une dernière question sur ce sujet. C'est une question calendaire, parce que l'ordonnance du 21 août vous dit, jusqu'à la fin de l'année 2020, jusqu'au 31 décembre 2020, vous avez la possibilité de choisir, soit c'est les critères de la loi de 2018 que vous appliquez, soit c'est ceux de la loi d'avant. Ça vous laisse un peu de souplesse, et puis ça tue le débat juridique. Est-ce que la loi s'applique à toute la période, ou juste à l'avenir, etc. Bon, on a épuré tout ça. 2021, c'est la loi de 2018, point final. Mais ça pose aussi la question de la date. C'est vrai que sur laquelle on peut discuter un petit peu, c'est-à-dire la date d'appréciation, l'échéance d'appréciation de vos obligations. La loi de 2014 qui a lancé ça a été une loi du 5 mars qui a été publiée le 6, qui est applicable le 7. Et donc on a l'habitude de faire partir le délai en disant 6 ans plus tard, c'est le 7 mars 2020. Et pour les salariés qui rentrent dans l'entreprise, le texte nous dit ça se calcule par rapport à leur ancienneté de l'entreprise. Donc l'ancienneté, ils atteignent 6 ans à date anniversaire. Mais vous voyez l'enfer que c'est pour ceux qui ont un peu de volume. Si je gère toute ma cohorte 2014 et antérieure au 7 mars 2020, et ensuite tout le monde à date anniversaire, c'est un peu infernal. Et alors là, si je vous pose la question, est-ce que vous allez vous sanctionner parce que le bilan, vous ne l'avez pas fait, en tout cas les formations, vous ne les avez pas faites avant mars 2020, mais vous les avez faites en avril ou mai. Vous allez considérer que vous êtes clean. Bon. Le contrôle aura tendance, je pense, en tout cas c'est aussi comme ça qu'il l'annonce, à travailler en année civile. Et à vous dire, si vous avez fait les entretiens, si vous avez fait les formations, je ne vais pas regarder si c'était 3 jours avant la date anniversaire, ou 4 jours après, ou 5 jours, etc. Donc je pense que vous pouvez, sans grand risque, travailler dans le cadre de l'année civile. Comme on peut modifier, au moins pour les entretiens, la périodicité des entretiens par accord. Si jamais vous avez un accord sur le sujet, ou si à l'occasion d'une négo sur autre chose, vous mettez quelque part que les obligations de gestion de parcours s'apprécient dans le cadre de l'année civile, ça vous fait déjà, vous voyez, un élément de souplesse qui vous sort de ce comptage infernal de savoir quand est-ce que les salariés sont rentrés chez vous, qui vous permet de travailler dans un cadre un peu plus confortable et gérable surtout. Donc voilà, c'est la question complémentaire là-dessus. Et après, il faudra prendre l'habitude de faire des bilans tous les 6 ans. Est-ce que sur ce sujet-là, par rapport aux échéances, par rapport au contenu des obligations, par rapport à la possibilité d'y satisfaire, par rapport au contrôle, si vous avez des questions là-dessus ou des remarques? Oui. Le bilan de 6 ans, vous doit le faire à quel moment? Vous doit le faire Ouais, c'est confondu avec le dernier entretien. Ouais. C'est le 3e qui sert de bilan. Donc on a jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, officiellement, vous avez jusqu'aux 6 ans d'ancienneté du salarié.
Mais si vous le faites en année civile, honnêtement, moi je pense que vous avez un risque faible. Bon, il n'est pas nul, hein, parce que les textes, c'est pas ça. Le texte, c'est 6 ans. Date anniversaire, en même temps, on pourrait dire, quand un salarié atteint 6 ans d'ancienneté, il a toujours 6 ans d'ancienneté pendant un an. Vous voyez? Et franchement, je ne suis pas sûr qu'on vous embête sur la date à laquelle vous avez... Parce que ça signifierait qu'il faudrait faire pour tous les salariés, sinon je ne suis pas dans les clous, soit j'anticipe les 6 ans, mais j'ai moins de 6 ans du coup pour gérer, l'obligation ne s'est pas déclenchée, soit si je le fais après, c'est trop tard, et donc il faudrait que je fasse les entretiens le jour même de la date anniversaire, si je respectais les textes sur tous les jours. Ce qui est... Ouais, mais ce qui est complètement impossible. Dès qu'on a des campagnes, on le fait à date fixe. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a aucun problème à le faire de cette manière. Oui. Est-ce qu'on peut valoriser dans les formations non obligatoires une action CPF qui serait co-construite sur le temps de travail? Oui, alors, faisons... la loi, évidemment, ne traite pas ce niveau de détail-là. Elle vous dit les formations que vous avez réalisées. Est-ce que vous avez formé vos salariés? Donc, la logique et la finalité, c'est est-ce que j'ai permis aux gens d'accéder à la formation? Le CPF, s'il est fait avec les droits du salarié hors temps de travail, vous n'avez rien fait. Vous l'avez peut-être aidé, mais il n'y a pas d'investissement. Si vous permettez aux gens de suivre la formation sur le temps de travail, ce n'est pas parce que le salarié paie le coût pédagogique avec ses droits que ça change quoi que ce soit. Vous avez permis la formation, donc il n'y a aucun problème à le valoriser. C'est pas la... Vous voyez, c'est comme vous avez à la CARSAT des formations gratuites. C'est pas parce que la formation est gratuite que vous ne pouvez pas la compter dans votre bilan. Donc si le salarié utilise ses droits, la formation peut devenir gratuite pour vous. Ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas fait l'effort de lui laisser... voilà. Mais il faut faire un effort. C'est-à-dire, il faut que tout ou partie de la formation se fasse sur le temps de travail. Donc j'ai favorisé l'accès à la formation, donc on y est, enfin, on est sur l'objectif. Puis en général, avec le CPF, c'est quand même des formations un tout petit peu consistantes, c'est pas une demi-journée. Ça aussi, hein, c'est... enfin ça, c'est les discussions avec le contrôle. Quand on va contrôler, une entreprise qui est de bonne foi, franchement, on ne va pas l'embêter sur il en manque un peu, ou etc. Mais une entreprise qui nous dit oui, oui, j'ai formé tout le monde parce que j'ai fait la formation incendie tous les ans pour tout le monde, ça ne va pas le faire. Vous voyez, bien que légalement et techniquement, si je reconnais que c'est une formation, je pourrais la compter. Donc, il faut, si on commence à dialoguer, ça marche dans les deux sens. Hein. Oui. Si je signe un accord en janvier 2020 sur la modification de la périodicité des entretiens, est-ce que ça vaut pour le passé? Alors ça, c'est un débat que les juristes n'arrivent pas à trancher. Donc, je vais vous dire, alors donc je ne l'aurais pas dit, hein, ce que je vais vous dire là, parce que je ne suis pas censé le dire, mais moi je travaille avec, quand je travaille avec les avocats, je travaille avec les gens de chez Barthélemy. Et qui sont quand même un peu, enfin, qui connaissent un peu leur affaire. Et quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, ils ont un comité de doctrine. Et donc, ils ont posé la question au comité de doctrine de savoir si quand on signe un accord en cours de période, il pouvait inclure la totalité de la période ou il ne valait que pour l'avenir, puisque c'est ça la question. Le comité de doctrine n'est pas arrivé à prendre une position unanime sur le sujet. Donc, du coup, et ils ont dit, donc du coup, puisqu'on n'arrive pas à avoir une position unanime, on ne publie rien, mais on conseille à nos clients de le faire parce que c'est toujours mieux que rien. Et donc, moi j'ai exactement la même position, c'est-à-dire, c'est pas garanti à 100%, c'est pas garanti à 100%, hein, mais c'est vraiment préférable au fait de ne pas en avoir. Et donc moi je le tenterai. Hein. On a des tas d'exemples de ça, hein, ça se défend hein, techniquement. Hein. Il y a des gens qui ont des arguments pour, d'autres contre, etc. Mais ça se défend techniquement, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au bout de la période, regardez, la loi de finances, elle est votée le 31 décembre. Elle concerne quand même toute votre masse salariale ou tous vos impôts de l'année. Hein, et elle n'est pas rétroactive, parce qu'elle est faite dans la période. Si elle était votée le 1er janvier, elle ne pourrait plus concerner l'année d'avant. Mais le 31 décembre, on est toujours dans la période. Moi, j'applique exactement le même principe aux accords. Tant qu'on est dans la période, on peut. Mais vous ne pourrez pas en 2021 vous régler vos affaires des 6 premières années de bilan. Il faut le faire soit maintenant, soit en 2020.